On va voyager un peu. Enfin, j'espère. Je vous le souhaite en tout cas. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Effectivement, l'idée de... Que je fasse gaffe au timing. L'idée de la matinée, c'est de vous parler de cette expérience auprès de collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, donc en gros à partir de la classe de sixième, que je fais sur mes temps libres. Ce n'est pas une activité rémunérée, c'est une activité de bénévolat que j'assure une fois par semaine, volontairement. Voilà. Alors d'où je parle? Effectivement, Guillaume me disait, psychologue hospitalier. Voilà un titre accrocheur, 30 dans 10, ça devrait du coup vous parler. En fait, je voudrais juste rapidement brosser un petit point de repère de mon parcours qui, comme, parce que je vais parler de rugby, mais pas que de rugby, se veut volontairement avec une trajectoire plus ou moins rebondissante et changeante. Voilà. Ça m'a pris 3 jours à trouver cette animation. Je suis assez fier qu'elle soit fonctionnelle. On a les, on a les petits plaisirs qu'on peut. 94, je démarre dans le champ de l'éducation nationale pour être précis, avant de partir après dans le champ de la santé. En fait, je vais alterner dans mon parcours professionnel qui date donc de 94 entre ces deux champs. J'ai commencé par faire 7 ans en milieu scolaire où je me suis occupé d'écoliers, de collégiens, de lycéens sur des questions d'orientation et sur des questions de bien-être, sur des questions de santé au sens large. Voilà. Mais ce petit passage-là était pas satisfaisant à mes yeux puisque j'avais vraiment envie de clinique. Donc après, je suis parti en milieu hospitalier, manger un peu de pédopsychiatrie pendant une petite dizaine d'années en CMP, donc CMP enfants et ados, et puis en hôpital de jour avec des enfants autistes, qui est autre chose, mais c'est aussi une expérience tout aussi enrichissante. Voilà. En 2010, j'ai eu l'opportunité d'assurer des fonctions de responsable d'un service de psy en milieu scolaire. Alors, très intéressant lorsqu'on veut apprendre à manier des tableurs Excel et à développer des réunions institutionnelles avec des gens à cravate. Un peu intéressant aussi sur d'autres choses, et c'est là-dessus peut-être que j'avais envie de pointer un peu plus le regard, c'est sur les actions de santé, de lutte contre le harcèlement et de protection de l'enfance pour lesquelles j'avais des responsabilités institutionnelles et sur le terrain. Voilà. Donc c'était quand même ces aspects-là qui étaient, à mon sens, plus judicieux. Vous remarquerez qu'à partir de 2015, il y a un changement de couleur. V'là les dons 10. En fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait rentrer un peu plus le sport dans ma vie professionnelle, mais toujours en tant que bénévole, sur cet aspect d'éducateur sportif. 2015, j'ai la chance de pouvoir rejoindre la section sportive du collège d'un de mes enfants. Je vais me présenter tout simplement en disant voilà, le rugby, j'aime beaucoup et j'aimerais pouvoir donner un petit coup de main. Alors, quand on n'est pas du milieu du sport à la base, quand on n'est pas prof de PS ou quand on n'est pas enseignant dans un établissement scolaire, l'entrée est parfois un peu compliquée. Donc, il y a eu pas de réticence, mais en tout cas une certaine réserve sur les 3-4 premiers mois. Et après, ça s'est très, très bien passé puisque j'y suis toujours et on a développé plein, plein de choses. Sur la période 2015-2020, et c'est peut-être ce que vous avez pu apercevoir sur l'image du départ, ça a été aussi l'occasion de pouvoir participer à des séjours sportifs, des stages sportifs avec des élèves par classe complète et du coup de pouvoir découvrir auprès d'eux tout ce côté, oui, l'école c'est bien, oui, les notes c'est important et passe ton bac d'abord et il y aura quelque chose après, mais en même temps, si on n'est pas bien dans sa tête, c'est pas tip top. Et de partir une semaine avec des jeunes lycéens et lycéennes qui d'abord font 200 km de vélo en 3 jours avant de faire 2 jours de surf. Pour ceux qui n'ont jamais fait plus de 15 km à vélo, c'est compliqué, 200 km en 3 jours. Surtout s'il faut planter la tente tous les soirs, faire ses gamelles et le lendemain tout replier et refaire à nouveau 50, 60 ou 80 km pour la journée la plus longue. C'est là que j'ai découvert que le volet psy auprès des jeunes, il pouvait être hyper important et que j'ai petit à petit basculé du coup pour mélanger et l'aspect psychologique et l'aspect sportif. Et du coup, devenir préparateur mental pour lequel je me suis formé en 2020-2021 et que je continue de pouvoir exercer là du coup auprès de jeunes lycéens et post-bac
que je continue de suivre encore actuellement, qui sont dans des sports différents. Il y a une lanceuse de marteau, un gardien de foot, un décathlonien et puis un judoka. Voilà. Donc vraiment des jeunes que j'ai connus plus ou moins tôt dans leur parcours de lycée et que je continue de pouvoir suivre dans leur carrière. 2021, 2020, 2021, 2023 jusque maintenant, enfin bref, c'est toujours en cours. Je travaille en milieu hospitalier à 70%. Donc j'ai 30% à côté pour faire plein de choses, dont mes activités sportives, dont des activités de formation, etc., etc. Les soins critiques, pour ceux pour qui ça parle peut-être pas trop ce terme-là, les soins critiques, c'est la réanimation, les soins continus, les soins intensifs en cardio et les urgences. Donc c'est un milieu où on est au quotidien en contact avec les pronostics vitaux engagés. Donc c'est un vrai travail clinique pour lequel c'est bien agréable de souffler le vendredi après-midi en allant sur les terrains de rugby avec les jeunes. Voilà. Et puis depuis l'an dernier, j'ai été sollicité par Nightline, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est une association étudiante. L'idée de Nightline, c'est de proposer une ligne d'écoute, entre autres, pour les étudiants, par les étudiants, pour pouvoir être disponible le soir, la nuit, quand les étudiants, et on en parlait, enfin Lise le disait tout à l'heure, les gens qui changent de région, pas de religion, pardon, de région, qui se déplacent ou qui viennent de l'étranger, bref, qui se retrouvent un peu seuls, ça peut être un peu compliqué pour eux. Donc cette ligne d'écoute, elle est bien utile. Mon boulot à moi, à Nightline, c'est de pouvoir intervenir auprès des étudiants en BTS et en classe prépa pour les sensibiliser en 2 heures à l'importance de la santé mentale. Donc vraiment, la santé mentale est un aspect qui prend de plus en plus de place et c'est un peu ça dont je voudrais vous parler ce matin. Je ne savais pas si nous aborderions ou pas la définition ou un rappel, donc je l'ai marqué au cas où, voilà, de la part de l'OMS, un état de bien-être, etc., que chacun connaît sans doute dans cette définition, mais c'était peut-être utile de le rappeler. L'idée, c'est de se dire que c'est pas que la santé physique et qu'il y a aussi l'importance d'être bien dans sa tête. La santé mentale, c'est un enjeu de santé publique. Pour rappel, la moitié des troubles qui perdurent à l'âge adulte apparaissent avant l'âge de 14 ans, d'après une étude de 2005. Ça pique quand on le lit comme ça. Ça veut dire que c'est important de s'en préoccuper tôt et d'être vigilant aux conditions de bien-être et de ce qui pourra éviter la survenue de ces troubles. Et la santé mentale, ça peut être un levier positif pour la réussite, comme ça peut être quelque chose qui va être invalidant ou impactant sur la qualité de vie, la santé physique ou les apprentissages. Le jeune, la jeune qui ne va pas bien au collège ou au lycée ne va pas être en capacité de pouvoir rentrer dans ses apprentissages, dans une projection, dans une vie professionnelle. Et c'est la même chose pour un étudiant, une étudiante ou un adulte après en situation professionnelle. Ça va être compliqué de se concentrer sur des objectifs particuliers si ça ne va pas bien dans la tête. C'est évident de le dire comme ça, mais c'est peut-être important de se le rappeler. Pour continuer, puisque ça pique, eh ben on va continuer de piquer. Quelques chiffres et quelques constats que je tire d'une part de la conférence internationale du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui, le 9 octobre 24, donc c'était il y a 10 jours précisément, a fait sa conférence sur une journée complète sur la santé mentale et le bien-être des élèves, mieux connaître pour prévenir et agir. C'est en ligne sur YouTube, vous pouvez le visionner, ça dure 8 heures et des brouettes, mais c'est comme l'enregistrement d'ici. Dedans, il y a la coupure du midi, donc c'est évidemment un temps où il n'y a rien d'enregistré, mais plein de choses intéressantes à voir, et dont je tirerai quelques-uns des éléments sur lesquels je vais essayer de passer assez rapidement. L'étude ENABI, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'est occupée de 30 000 enfants de 3 à 11 ans, donc on appelle ça le primaire, du CP au CM2, enfin même, c'est même avant le CP. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 3? Parce que le CP à 3 ans, c'est de la précocité relativement excessive. Je pense que j'ai repris et que j'ai oublié d'avoir un esprit critique sur les âges et les concordances avec les classes. ENABI, ça veut dire Étude nationale sur le bien-être des enfants. Ils ne sont pas allés chercher très très loin. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir déjà prendre des résultats
auprès d'une population relativement étendue en 2022. Une étude en classe, là encore ils se sont foulés pour trouver un nom, 9 337 enfants, là en secondaire, donc de la 6e à la terminale. En classe, attention, ils sont aussi allés chercher très très loin, c'est enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances. Voilà, ça c'est des choses assez récentes, mais qui du coup nous donnent quelques points de repère qui me font penser que la prévention est quelque chose d'hyper primordial. Que nous disent la souris veut plus, la souris veut bien. Que nous disent ces différents résultats? Chez Nabi, des petites choses, 13%, 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de santé mentale. C'est un enfant sur 8. Une prévalence différente entre filles et garçons. Chez les filles, c'est un peu plus externalisé, c'est les troubles anxieux ou dépressifs. Chez les garçons, c'est un peu plus internalisé, ou en tout cas, on est plus sur un versant physique, corporel. Voilà. Sans que ce soit, bien évidemment, une caricature de les dépressions, c'est que pour les filles et les bagarres, c'est que pour les garçons. Pas non plus tomber dans ce travers-là. D'autres petites choses chez Enabi au niveau du niveau de bien-être et de la qualité de vie. Les garçons disent que globalement, au niveau physique, émotionnel, avec leurs copains, ils se sentent mieux que les filles. Enfin, ils sentent, quand on fait les études, on se rend compte qu'ils disent qu'ils se sentent mieux par rapport aux filles, qui disent moins facilement qu'elles se sentent bien à ce niveau-là. Et par contre, les filles, c'est plus en famille et à l'école qu'elles disent bien aller. Vraiment pour aller vite sur le primaire. En secondaire, on a une majorité des élèves qui expriment une satisfaction positive par rapport à leur santé physique, 86 et 84%, donc une moyenne, si on voulait être bêtement mathématicien, de 85%, sur la santé physique. Par contre, quand on parle de santé mentale, ça baisse et on tombe à 59 et 51%. C'est-à-dire que dans mon corps, ça va, dans ma tête, c'est un peu moins tip-top. Le vécu scolaire se dégrade de manière globale au cours du secondaire. Davantage pour les filles que pour les garçons. Au collège, comme au lycée, elles sont 3 fois plus nombreuses, j'ai bien dit 3 fois, que les garçons en fréquence à se trouver beaucoup plus stressés par le travail scolaire. C'est-à-dire qu'au collège, c'est 29%, presque 30 des filles contre 10% des garçons qui se disent stressés. Au lycée, 42 contre 15. Tout ça, c'est tiré des études, des enquêtes. 21% des collégiens, 27 déclarent un sentiment de solitude. Et 51 et 58 présentent des plaintes somatiques et ou psychologiques récurrentes. Sinon, ils vont bien, nos enfants. Enfin, ou vos frères ou sœurs, etc. Dernière chose sur l'enquête et qui est peut-être un peu plus préoccupante, 14% des collégiens, 15% des lycéens présentent un risque important de dépression. 24% des lycéens, 1 sur 4, déclarent des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Et 13% déclarent avoir fait déjà une tentative de suicide au cours de leur vie et 3% une tentative avec hospitalisation. Voilà. L'idée, c'est de faire un peu de sport pour retrouver du coup des choses un petit peu plus positives. Parce que là, c'est des chiffres vraiment qui sont relativement éloquents. Alors pourquoi je pense que la prévention a une place importante? Tout simplement parce que les enfants passent 7-8 heures par jour en milieu scolaire, donc ça représente 40% de leur temps d'éveil. Donc ce n'est pas le lieu dans lequel il faut surtout pas intervenir sur cette situation-là, ou dit de manière positive, vu qu'ils y passent pratiquement la moitié de leur temps, il faut peut-être qu'on se préoccupe de ce lieu-là aussi. Que ce sont, Élise le disait avant, des périodes d'évolution, des périodes cruciales, d'évolution d'habitudes et de construction de compétences, d'habitudes de vie, de construction de compétences. Donc, c'est peut-être un moment particulier pour y faire quelque chose. Et du coup, c'est super important de créer un environnement sécurisant, positif et bienveillant
pour du coup pouvoir mettre en place ce bien-être et pas uniquement lutter contre le mal-être. Alors des leviers relativement connus, enfin, je pense que vous les connaissez, les facteurs de risque et les facteurs de protection. Les facteurs de risque, c'est-à-dire qui vont développer les troubles ou aggraver l'état de santé mentale. Les facteurs de protection qui vont, dans l'autre sens, être plus favorables, éviter cette détérioration et améliorer la capacité d'adaptation et de résilience. Vous remarquerez qu'il y a 4 catégories de déterminants: catégorie individu, famille, école et société. Personnellement, dans mes interventions, et du coup pour me cibler sur ce qui me concerne moi, je m'attache à cette catégorie-là, c'est-à-dire de plus intervenir auprès de l'individu de manière unique, humaine, sur les compétences psychosociales, pardon, et sur l'estime de soi. C'est plus les leviers sur lesquels j'ai le sentiment de pouvoir intervenir, et c'est ce que je vous présenterai après. Et du coup, sur le volet de l'école, l'instauration d'un climat favorable et le développement à nouveau des compétences psychosociales. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je pense que je peux faire quelque chose et donc à mon petit niveau, je fais mon colibri et j'apporte ma pierre à l'édifice. Parce que je pense aussi que c'est important de mettre en place des comportements et des habitudes qui vont influencer positivement plutôt que d'arriver après en curatif. Je préfère travailler là-dessus, sur le préventif. Et pour développer, du coup, je vous les pose tout de suite, des compétences psychosociales qui visent à améliorer les relations à soi et aux autres, le climat scolaire, prévenir les conduites addictives et favoriser la réussite scolaire. Cette diapo-là n'est pas, enfin comment dire, elle n'est pas innocente ou elle n'est pas inintéressante. Je vous invite juste à vous focaliser sur la partie que je vais encadrer maintenant. Donc, c'est tiré d'une étude de 2023 sur plus de 575 000 élèves, 424 études de 53 pays différents. Donc, c'est une synthèse, d'accord, qui dit que les programmes de développement des compétences psychosociales sont efficaces sur certains plans, au niveau de la santé mentale. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est judicieux et pertinent de faire quelque chose. Au niveau des conduites à risque, et sans doute qu'ils ne nous diront pas, comme le disait Lise, s'ils prennent ou pas des produits, ça c'est évident. Au niveau de la réussite éducative, sur les résultats ou sur la diminution de l'échec scolaire, et au niveau des relations en famille, à l'école, avec les pairs, etc., etc. Dit autrement, si on se préoccupe de mettre en place des bases solides dès le collège, dès le lycée, voire dès le primaire, a priori, ce qui est installé à ce moment-là, on peut le réutiliser de manière judicieuse et pertinente ensuite. C'est un peu l'idée que j'ai en tête. Voilà. Juste un petit rappel sur les compétences psychosociales, s'il y avait besoin. Une forme de définition, ce n'est pas celle de l'OMS, mais c'est celle que j'ai retenue parce qu'elle prend moins de place et qu'elle est plus synthétique avec moins de virgules. Les aptitudes qu'une personne mobilise pour faire face aux exigences de la vie quotidienne et prendre part à la vie sociale. Voilà. Dans ce tableau-là, elles sont regroupées en 3 grandes catégories. Les compétences cognitives, avoir connaissance de soi, la capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives, les compétences émotionnelles, avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress. Et au niveau des compétences sociales, communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et résoudre des difficultés. Là-dessus, il y a plein de choses à faire. Et c'est du coup ce que je vais vous présenter maintenant, concrètement. Voilà. Ça, c'était avant un match qu'elles ont heureusement gagné. En collège comme en lycée, j'ai la chance du coup sur la section sportive rugby de pouvoir intervenir autant auprès des filles qu'auprès des garçons. Je vous disais tout à l'heure, à partir de 2015, donc ça va faire une dizaine d'années que je suis sur ce volet sportif-là, les élèves, quand je les croise pour la première fois en 6e,
et que je continue de les voir fort heureusement ou qui continuent l'activité jusqu'en terminale pour certains, puisqu'ils prennent la section sportive au lycée pour d'autres, ou pas tous, mais quelques-uns le font. C'est du coup des élèves avec lesquels je peux passer entre guillemets du temps pendant 7 années. Et 7 années, c'est hyper long pour un, nouer une confiance et deux, du coup, pouvoir développer une relation un petit peu particulière. Parce que du coup, moi, j'estime avoir une fonction à part, au bord et sur le terrain. Avec une casquette à 2 visières, j'ai pas trouvé d'image qui aille bien là-dessus, donc je vous laisse la phrase. Pour une place, une fonction et une relation aux élèves différente de celle de l'enseignant ou des enseignants d'éducation physique et sportive, en tant qu'éducateur sportif ou en tant que psychologue spécialisé en préparation mentale. Quand je suis en train de les faire travailler sur le placement en mêlée ou que je les fais travailler sur la qualité de la passe, vrillée ou non, c'est pas la même chose que quand on est parti en compétition, quand on est sur un tournoi et qu'on passe un peu de temps dans le bus ou dans le véhicule ou à l'hôtel le soir ou le matin avant la compète pour discuter de tout et de rien. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a le plus de choses qui peuvent se nouer. Donc une présence pour moi auprès d'eux lors des entraînements, lors des tournois et lors des compétitions. Ça me bouffe un temps énorme, mais je le fais, on s'en parlait à la pause, je le fais vraiment avec plaisir et parce que j'ai aussi le sentiment de, à mon petit niveau à moi, d'apporter quelque chose et d'avoir ce regard en tant que psy notamment qui peut être différent. Je suis parfois l'objet de confidences que n'ont pas les enseignants en EPS, voilà, de la part de ces jeunes-là. Et pour certains, j'ai été en classe avec leurs parents, donc ils savent aussi qui je suis, entre guillemets, grâce à leurs parents. Et un regard de professionnel du coup du soin, mais tourné vers la prévention. Alors concrètement toujours, quelques exemples d'axes de travail. Travailler avec eux sur le ressenti, l'identification, l'acceptation et la régulation des émotions. Parce que nous sommes d'abord des êtres émotionnels, entre guillemets, et que c'est sans doute aussi ce qui fait qu'à certains moments, ces aspects-là, si on ne les a pas acceptés, si on ne travaille pas avec et si on ne fait pas attention, notamment dans les aspects sportifs, c'est un moment où ça va être compliqué pour être lucide. Si je suis débordé par mes émotions au moment où je dois faire une passe ou recevoir une passe pour ne parler que de ça, ou aller marquer un essai, et que c'est à ce moment-là que je fais une erreur, ce n'est pas la même chose que si j'ai pu travailler sur mes compétences, ma solidité, sur ce que je sais faire, etc., etc., et que du coup, je suis un peu plus lucide. Juste pour savoir, Guillaume, un peu plus que 2 minutes? 7. Merci. Différencier ce qui dépend de soi de ce qui ne dépend pas de soi. Sur quoi j'ai la main, sur quoi j'ai pas la main. Ce sur quoi j'ai la main, c'est ce qui dépend de moi, c'est une question d'organisation. Ce qui ne dépend pas de moi, je n'ai pas la main, c'est une question de lâcher prise. Ça, c'est de la préparation mentale. Je n'ai pas la main sur le fait qu'aujourd'hui il pleuve, le fait, enfin non, pas aujourd'hui à Lille, mais là sur le terrain, aujourd'hui il pleut, ou il y a du vent, ou le public siffle, etc., etc. Par contre, j'ai la main sur la façon dont je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses, faire abstraction de ces éléments-là, où j'ai la main sur comment je vais me préparer à taper ce coup de pied ou à faire cette passe, etc., etc. Et du coup, sur quelle qualité personnelle je vais m'appuyer. J'ai la main sur la façon dont je gère mon sac et le fait que j'ai ou pas lavé mes affaires qui sont dedans, etc., etc. Enfin bref, c'est leur apprendre au quotidien plein de choses sur ça, ça dépend de moi, ça dépend pas de moi. Et donc, derrière, est-ce que la responsabilité de la réussite ou de l'échec, elle est externalisée ou elle est internalisée? C'est-à-dire, est-ce que j'en suis ou pas responsable? Est-ce que j'ai ou pas là-dessus la possibilité de dire, bah, c'est oui, c'était pas que moi, ou au contraire, si c'était moi, parce que si j'ai pas mes chaussures dans mon sac, c'est simplement que c'est parce que je les ai pas préparées. Et le lâcher prise, il n'est pas évident. Leur rappeler que c'est hyper important de conserver la notion de plaisir dans ce qu'ils font et de vivre le moment présent de ce qu'ils font comme étant vraiment quelque chose de particulier, mais voilà, d'en profiter à 100%.
ça fait aussi baisser la pression. C'est-à-dire que si je joue sans enjeu particulier, juste pour mon plaisir, je vais faire en match ce que j'ai déjà fait à l'entraînement, c'est la même chose et donc ça va se dérouler de la façon dont je l'ai travaillé à l'entraînement avec, comme le disait Damien tout à l'heure, travailler sur des éléments plus positifs dans la tête pour se dire: «En gros, ma passe, je la réussis à l'entraînement, je vais la réussir de la même façon en match». Donc prendre du plaisir, vivre le moment présent en pleine conscience. On a eu la chance l'an dernier, autant avec les filles et les garçons, que d'aller aux championnats nationaux, c'est-à-dire de rencontrer les meilleures équipes de chaque région, heu, au niveau scolaire. Voilà, c'est des expériences particulières que tous les établissements ne vivent pas, que tous les jeunes ne vivent pas et donc c'est aussi les inviter à prendre conscience de ça. Se focaliser sur les moyens à mettre en œuvre plutôt que sur l'objectif à atteindre. Si j'ai fait tout ce que je devais faire pour que ça se déroule de façon optimale, j'ai fait ce que j'avais à faire pour que ça se déroule de façon optimale. Ça dépend de moi. Après, si ça rate, mais moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire de mon côté. Si par contre, je me focalise sur le résultat que je veux obtenir, je vais me mettre la pression. Je ne vais viser que ce shoot à 3 points dont on parlait tout à l'heure, que le ballon rentre, au lieu de me focaliser peut-être sur ma position, ma prise de sensation sur la balle et mon geste, et derrière ça rentre. Et c'est un peu ça qui fait que, du coup, Curry, aux JO, il a marqué autant de paniers à 3 points sur la fin et qu'il a détruit tout le monde en finale. Voilà. Il a aligné 9 points, parce qu'il a cette capacité à se focaliser sur ses moyens plutôt que sur le résultat. Vous connaissez le principe des objectifs SMART, mais c'est leur rappeler tout simplement qu'un objectif, il doit être, suivant l'acronyme, simple, mesurable, accessible, réalisable, mesuré dans le temps, et cetera, limité dans le temps, pardon. Voilà. Donc c'est se rappeler aussi que mon objectif, c'est pas d'être champion. C'est d'abord, on va se concentrer sur la journée et puis on va se concentrer sur le match et on va se concentrer sur la première mi-temps et le discours du coach à la mi-temps, ça, c'est autre chose et on verra après. C'est-à-dire qu'on découpe les grands objectifs en sous-objectifs beaucoup plus petits qui permettent d'être validés les uns après les autres et c'est plus facile, du coup, de les atteindre que de se fixer tout de suite quelque chose qui est beaucoup trop grand, une marche beaucoup trop grande à franchir. Là, c'est plus des exemples d'axes de travail individuels. C'est des choses que je fais avec les uns ou avec les autres, suivant les moments, en entraînement comme en compète, pendant les tournois. Des choses qui sont individuelles puis collectives. Travailler sur la sémantique et sur l'état d'esprit de la réussite et de l'échec. C'est-à-dire qu'après qu'on ait fait quelque chose, c'est pas simplement j'ai raté ou j'ai réussi. C'est OK, j'ai réussi, ben, j'en tire du sens et ce que j'ai réussi à faire par la notion d'ancrage, je l'inscris en moi et du coup, je pourrais y faire un nouveau appel après et je pourrais le réutiliser. Et de ce qui fait peut-être plutôt partie du domaine de l'échec ou du ratage, entre guillemets, c'est d'en faire un axe de progrès par la stratégie des comment. C'est-à-dire, OK, ça n'a pas été. Comment je fais pour la prochaine fois? Enfin, comment je fais la prochaine fois pour que ça fonctionne? OK, je vais être plus précis dans ma passe. Comment je fais pour être plus précis dans ma passe? Ben, je vais travailler davantage la position de mes mains. Et comment je travaille la position de main? Bref, c'est d'être vraiment sur de l'opératif. Je vous ai juste marqué qu'on fait Nelson Mandela, vous connaissez cette référence. Nelson Mandela qui dit: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Voilà. C'est-à-dire juste ne pas rester sur l'échec, mais en tirer du sens et développer du coup mon sens critique et pas simplement m'auto-flageller en disant: «J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté». Donc c'est OK, qu'est-ce que je fais? Là, il me reste 2 minutes. Impeccable. La régulation du stress. Ce stress, c'est-à-dire, c'est juste une question, entre guillemets, juste une question d'équilibre, comme disait la chanteuse, ou de déséquilibre entre les contraintes qui s'imposent à moi et les ressources auxquelles je vais faire, appel pour pouvoir gérer ces contraintes. Quand il y a trop de contraintes ou pas assez de ressources, il y a du stress. Quand il y a suffisamment de ressources ou qu'on a réussi à faire diminuer les contraintes, il y a moins de stress. Et du coup, le développement des ressources personnelles, mes propres ressources, ou la sollicitation des ressources collectives, les ressources externes, peut-être qu'ensemble, en groupe, on peut mettre en place des choses que je n'arriverai pas à faire tout seul. Du coup, ça fait appel aux valeurs du rugby, entre autres, de solidarité, de cohésion, d'entraide et de collaboration. Et le rugby est un de ces sports où, heureusement,
ou de manière magnifique, tous les profils physiques peuvent s'exprimer, qu'on soit petit, grand, plus large, moins large, rapide, moins rapide, chacun peut trouver une place sur un terrain. Et du coup, c'est cette complémentarité-là, pardon, qui est hyper intéressante, parce qu'on peut s'apporter plein de choses. Dernier point là-dessus, une recherche d'une forme de communication constructive en équipe. C'est-à-dire que quand je suis leader, ou même si je ne suis pas leader, et qu'un de mes partenaires a fait une boulette, et ben, au lieu de l'engueuler en lui disant « t'es nul », c'est essayer de développer un discours et une communication de « ok, la prochaine fois, ce serait bien d'être plus précis ou d'être plus attentif à telle chose, c'est-à-dire de proposer des pistes de solutions. Ce qui n'est pas toujours facile quand on est en situation de match et qu'on n'a que 7 minutes pour essayer de gagner. Là, il me reste un petit peu moins de 2. Juste pour vous inviter à voyager un peu. Ça, c'est une photo d'une séance de récup, de relaxation, en fin de journée après plusieurs matchs. Voilà. Il y a détente physique d'abord et puis après une séance de relaxation sur le terrain. Tout le monde est reparti à droite à gauche et nous, on est généralement repéré comme étant l'équipe qui prend le temps de récupérer. Et dans ces séances-là, de mentaliser ce qu'on peut retirer de la journée, les points forts notamment, et du coup de s'appuyer dessus pour la journée du lendemain. Un autre lieu, voilà, ça c'est sur le stage d'été. C'est un autre cadre, il ne fait pas la même température. Et pour eux, après une session de surf qu'ils découvrent pour la plupart, c'est hyper intéressant aussi d'inscrire les sensations et du coup les émotions et le ressenti. Pour conclure, je ne pouvais pas ne pas lui faire un petit hommage. Voilà. Les limites de la démarche, c'est le temps que ça prend et que ça suppose d'avoir. Ça, c'est une limite hyper importante. Une des limites aussi, c'est la familiarisation insuffisante des adultes ou des jeunes à la notion de santé mentale. C'est un concept qui est un petit peu, qui n'est pas suffisamment connu. Voilà. Et la reconnaissance de l'institution, là, de l'établissement scolaire en général, de l'utilité de la prévention en santé mentale ou de l'utilité du psychologue ou du préparateur mental dans l'équipe. Tout le monde me dit que c'est très bien que je sois là, surtout quand les jeunes gagnent. Après, la place que ça a dans l'histoire et la place que ça peut représenter dans l'esprit des responsables, ça c'est un peu plus compliqué. Et au niveau des apports, de ce que j'en retire comme étant des éléments intéressants pour les jeunes, c'est que ça leur amène une meilleure connaissance d'eux-mêmes, sur leurs émotions, sur leurs valeurs, sur leurs points forts. Ça peut faire bouger aussi le regard porté par les adultes sur les jeunes et sur les jeunes entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que des résultats scolaires, ils ne sont pas que des moyennes, ils ne sont pas que des compétences en orthographe ou en grammaire. Voilà. Ils peuvent aussi développer d'autres choses, notamment au niveau sportif, relationnel, etc. Ça leur permet aussi à ces jeunes d'anticiper des résolutions de problématiques, y compris dans celles qu'on pourra rencontrer au quotidien quand on sera adulte. Du coup, par la mise en place de réponses, de ressources ou d'habitudes. Ce que je fais déjà en sport, je pourrais le transposer ailleurs dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle. Et puis, une démystification, j'espère, des concepts de santé mentale, de troubles, de maladies mentales, de psychologue, parce que c'est vrai que c'est encore des mots particuliers qui sont compliqués. Voilà. Souhaitons que ça puisse avoir un petit peu d'effet à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors bonjour. Ouais. Ok, bon. Je peux me lancer? Ouais. Oui. Moi, je suis étudiante en M2 en psychologie et j'ai toujours été intéressée à l'idée de faire de la prévention, mais c'est compliqué de savoir comment s'y prendre. Donc, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un comme moi qui pour approcher les institutions, les écoles, tout ça? Voilà. Vous avez deux techniques. Les deux sont bonnes. Une des deux techniques, c'est d'attendre qu'ils viennent vous voir parce qu'ils savent quelles sont vos compétences, vos ressources, machin. La deuxième, c'est d'y aller, de vous vendre. Voilà, et de proposer très concrètement. Ce qui ne va pas marcher à un endroit va peut-être marcher à un autre, et puis après, le bouche à oreille fera son effet. Je vous le souhaite.
sauf si bien évidemment tout ce que vous proposez ne correspond pas aux attentes de l'établissement ou du lieu ou du club, etc. Sachez aussi que depuis le Covid, vous risquez de vous heurter à des contraintes financières. Il y a beaucoup de clubs que j'ai contactés qui sont tout à fait, comment je vais dire, conscients de l'importance de la préparation mentale, par exemple, qui me disent oui, ce serait intéressant, mais leurs finances, notamment après le Covid, où vous n'avez plus de ressources financières, ne sont pas du tout orientées vers ces profils-là à la base ou en priorité. Donc il faut y aller. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il ne faut surtout rien lâcher. Continuez, continuez, continuez. Vous êtes jeune. Une autre question? Là, là, là. On me dit dans l'oreillette que c'est au milieu d'abord. Merci beaucoup Hubert hein, pour la présentation, c'était très intéressant. Je fais un petit pas de côté par rapport à la thématique du rugby, mais à travers ton expérience et les différentes choses en prévention en santé mentale que tu as pu développer, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour favoriser l'adoption de nouveaux comportements plus sains auprès des adolescents par rapport à cette thématique de santé mentale? Est-ce que la question, c'est devons-nous être des modèles et faire ce qu'on dit? La question, c'est est-ce que tu as des conseils à nous donner pour favoriser l'adoption de nouveaux comportements chez les jeunes en termes de santé mentale? Alors, qu'est-ce qu'on entend par nouveaux comportements déjà? Et après, les comportements, j'imagine, plutôt positifs, Comportement sain, oui. des comportements sains. Je pense et j'espère que l'époque, par exemple, de l'entraîneur qui fume au bord du terrain pendant que les jeunes s'entraînent, cette époque-là est terminée partout. Je n'en suis pas persuadé, mais j'espère. Ça, c'est par exemple question aussi de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'était pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Après, on peut être un conseil, enfin, comment je vais dire, on peut être un modèle sur certains points sans s'en rendre compte pour autant, ou sans avoir conscience de de l'importance ou de la portée de ce qu'on fait. Pourquoi je dis ça et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'explique ou quand je suis avec les jeunes, je passe un peu de temps avec eux et leurs entraîneurs, profs de PS, leur rappellent régulièrement que je suis là sur mon temps libre et que je prends sur mes congés pour venir aux compétitions, etc. C'est aussi inscrire dans leur tête que dans la vie, et c'est peut-être un des axes sur lesquels je travaille sans m'en rendre compte, dans la vie, c'est important de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier, ou si on a besoin de cette diversité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit sociale, etc., etc., et que c'est ça qui nous permet d'être bien, et ben, du coup, ça permet aussi de montrer qu'il y a un tabouret, on s'y assoira de manière un peu plus stable, s'il y a au moins 3 pieds, voire 4, voire 5, plutôt qu'il n'y a qu'un seul pied. Voilà. Si je mets tout dans le même secteur et que ça se casse la figure, c'est plus compliqué que si j'ai cette diversité-là et que j'en ai besoin et que je peux la mettre en place. Après, on a, et je pense à certains stages avec les jeunes où à 22h30, on récupère les portables jusqu'au lendemain matin, à l'âge adolescent. Hein. Pendant une semaine, tous les soirs, on récupère le portable de 22h30 à 8h le lendemain. La première nuit, c'est insupportable pour eux. Le troisième jour, ils se rendent compte de l'intérêt de renouer un vrai dialogue avec les uns et les autres sur le lieu de camp, plutôt que d'être avec leur smartphone, avec papa, maman, les copains ou les réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on met en place sur la vie, elle est là tout de suite, profites-en. Enfin, voilà, ça c'est un côté aussi peut-être de vieux grigou, mais de se dire, nous, à notre âge, on n'avait pas ces trucs-là et on s'en tirait très très bien quand on était loin de papa, loin de maman et qu'on était avec d'autres. Et du coup, on faisait des jeux de société, on jouait, enfin, on faisait du sport, on avait des discussions, etc., etc. Donc je pense que peut-être le côté, c'est pas obligatoirement un conseil, mais être en adéquation, en cohérence déjà entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc on le fasse nous-mêmes déjà en tant qu'adultes. C'est-à-dire que le portable, il est coupé et même nous, le soir, on s'en occupe plus. Et puis sur le sommeil, sur l'alimentation, c'est aussi leur montrer, quand on est par exemple en compétition, qu'on va se coucher tôt ou qu'on va manger de manière adaptée, et que ça a aussi une incidence positive sur la façon dont ça se déroule. Merci beaucoup.
Bonjour. Moi, j'ai une question pratique. Vous êtes sur le terrain, j'ai cru comprendre, vous êtes très actif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous intervenez à la mi-temps pour réactiver les équipes, pour remettre les gens en activité quand ils sont impressionnés ou quand ils arrêtent de jouer? Et est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que vous utilisez des métaphores ou est-ce que vous prenez les personnes ressources? En fait, est-ce qu'il y a une méthode et quelle est la vôtre? Je me considère comme comment dire? Alors, pour répondre à la question, non, j'interviens pas à la mi-temps. Et effectivement, oui, j'aime beaucoup utiliser les métaphores et ça, par contre, c'est de l'impro, comme ça vient au moment où ça doit venir et voilà. Pourquoi j'interviens pas à la mi-temps? Il y a 4 parties importantes, j'allais dire, dans un aspect sportif, d'entraînement ou de préparation. Il y a le volet physique. Ça, c'est sur lequel je peux travailler en tant qu'éducateur et avec les enseignants. Il y a le volet technique sur lequel je peux aussi travailler, c'est-à-dire la qualité de la passe, par exemple, ou du coup de pied. Il y a le volet stratégique, ça, c'est ce qui intervient à la mi-temps. Et c'est le coach. Et là-dessus, je laisse les profs de PS gérer en fonction de ce qu'ils ont en tête sur ce côté stratégique. Et puis, il y a le volet mental que j'essaye de distiller avant, mais du coup, que je ne fais pas rentrer pendant. En fait, l'idée, c'est de mettre les jeunes en confiance et en condition pour pouvoir utiliser eux-mêmes les outils dont ils auront besoin à ce moment-là. Mais du coup, en tant que prépa mentale, sur la mi-temps, du coup, j'interviens pas du tout. Non. Moi, je vais courir à droite à gauche pour aller couper 3 oranges, préparer un machin. Enfin bref, aussi dégager par exemple, les profs de PS de ce volet stratégique, qui sachent que derrière tout ce qui est coulisses, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être assuré. Je suis un peu le couteau suisse à ce niveau-là. C'est comme ça qu'ils me décrivent. Une petite dernière question. Merci pour la présentation. Bonjour. J'ai une petite question au niveau du coup, de la préparation mentale, de la prévention. Comment vous gérez ce que j'appelle un peu les parasitages extérieurs? C'est-à-dire vous avez une relation individuelle avec les jeunes ou les sportifs, mais d'un côté, moi je pense principalement aux parents qui viennent avec leurs propres croyances, qui viennent même des fois dire le contraire de ce que nous on peut aussi, enfin, les orientations qu'on peut proposer. Et donc, en tout cas, moi, je vis ça à chaque fois comme une lutte permanente. Quand je parle à l'enfant, je me dis: «Ouf, OK, mais lui-même, il va retourner». Donc, des fois, j'anticipe pour espérer lui donner aussi des outils de choix personnels. Et donc, voilà, je voulais savoir, vous, comment vous travaillez par rapport à ça? J'aurais envie d'articuler ma réponse sur deux volets. Le premier, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Les parents ne dépendent pas de moi. S'ils ont envie de planter le truc, je n'aurai pas la main dessus, je ne pourrai rien faire. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de m'en faire des alliés, travailler sur une forme d'alliance thérapeutique, entre guillemets. Et du coup, ça rejoint le deuxième volet, ou ça embraye sur le deuxième volet, qui est que le premier entretien, je le fais systématiquement avec les parents et le jeune, quand c'est du suivi individuel en préparation mentale. Quand c'est en milieu scolaire, c'est autre chose. Parce que les parents savent que je suis là et ils sont d'accord pour que je sois là, donc j'allais dire la base est déjà posée. Sur des suivis individuels, donc je fais au moins un entretien avec le jeune et les parents, de manière à bien poser le cadre, dire nos objectifs, ce sur quoi on va travailler, quelles sont peut-être mes limites. Enfin bref, on va poser tous les éléments qui sont importants, de manière à ce que pour le jeune comme pour ses parents, les choses soient claires dès le départ et que cette notion de confiance qui va se mettre après en place avec le jeune, elle soit acceptée par les parents et qu'ils disent OK, c'est noté et je ne reviendrai pas vous demander toutes les semaines comment ça s'est passé. Enfin voilà, vraiment on pose les bases là-dessus d'une forme de confidentialité, en tout cas d'un cadre qui va permettre que le jeune se sente en sécurité. Ce qui fait qu'après, quand on va travailler à deux, s'il a envie de balancer des trucs sur ses parents, il peut le faire, sachant que je ne vais pas aller leur répéter et que ça ne va pas venir jouer en rebond. Mais ça ne veut pas dire que les parents vont pas, eux, mettre une forme de pression à leur fils ou à leur fille, bien évidemment. De poser les choses de cette façon-là, ça évite qu'on ait trop de perturbations, effectivement.